Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la quatrième et dernière capsule de notre module portant sur la structure de la matière. Cette capsule portera sur les formules chimiques des molécules. Ces représentations permettent d'obtenir des informations sur la structure de la matière qui nous entoure. Il existe plusieurs façons de représenter les molécules. Ces représentations permettent de comprendre la structure des molécules et de visualiser la position des différents atomes dans l'espace. Par exemple, ici, vous voyez du sucre ou du glucose. La formule moléculaire du glucose est le C6H12O6. Ça veut donc dire qu'on a 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Une autre façon de représenter la molécule est à l'aide d'un modèle moléculaire, dit le modèle compact. Alors, on voit ici en rouge les 6 atomes d'oxygène, en noir les 6 atomes de carbone et les 12 atomes d'hydrogène sont représentés grâce à des billes blanches. Il est à noter que certains atomes sont cachés. L'objectif de la capsule d'aujourd'hui est donc d'être en mesure de déterminer la formule chimique d'une molécule à partir de diverses représentations. Nous aborderons aussi les formules des composés ioniques. Comment représenter une molécule? Eh bien, il existe plusieurs façons de le faire. Commençons par définir ce qu'est une molécule. Une molécule est un assemblage d'au moins 2 atomes maintenus entre eux par des liaisons chimiques. La molécule de H2, par exemple, et la molécule d'H2O sont des représentations de molécules très simples. Nous voyons que les 2 atomes d'hydrogène sont maintenus grâce à une liaison chimique, tandis que pour la molécule d'eau, nous avons 2 liaisons chimiques permettant de relier les hydrogènes à l'atome d'oxygène. Il est important de mentionner que les molécules sont électriquement neutres, contrairement aux ions. Une liaison chimique est une force d'attraction permettant de maintenir les atomes entre eux. Une capsule sera dédiée à ce sujet dans la suite de ce cours, la chimie en route vers le génie. Pour cette capsule, retenons qu'il peut y avoir des liaisons simples, donc une seule liaison, comme dans le dihydrogène H2. Il peut aussi y avoir des liaisons doubles, donc 2 liaisons, comme dans la molécule de dioxygène, O2. Et il peut aussi y avoir des liaisons triples, comme dans la molécule de monoxyde de carbone notée CO. Par exemple, le dihydrogène, H2, et le monoxyde de carbone, CO, sont des molécules diatomiques. Une molécule polyatomique est une molécule formée de plusieurs atomes. Par exemple, le glucose, vu en introduction de cette capsule, alors C6H12O6, qui compte 24 atomes, le CO2, donc le dioxyde de carbone, le carbonate de calcium, CaCO3, ou le C20H42 sont toutes des molécules polyatomiques. Il est à noter que cette dernière molécule se retrouve dans les hydrocarbures présents dans un baril de pétrole. Les exemples donnés dans les dernières minutes ont été représentés par leur formule chimique. Une formule chimique est une représentation d'une molécule qui nous renseigne sur le nombre et les types d'atomes qui composent une molécule. Cette façon de représenter une molécule ne nous renseigne pas sur la disposition spatiale des atomes. La formule chimique nous renseigne plutôt sur la composition chimique de la molécule. Les éléments chimiques sont représentés par leur symbole chimique et leur quantité par des nombres en indices placés en bas à droite de l'élément. Par exemple, dans la molécule de glucose, c'est 6H12O6. Alors, le 6 signifie qu'il y a 6 atomes de carbone et l'autre 6, qu'il y a 6 atomes d'oxygène. Le 12, pour sa part, signifie qu'il y a 12 atomes d'hydrogène dans notre molécule de glucose. Une autre façon de représenter une molécule est en utilisant sa formule développée plane. Une formule développée plane est une représentation d'une molécule qui nous renseigne sur la structure de la molécule et sur ses liaisons chimiques. Cependant, elle ne nous permet pas de connaître la disposition spatiale des atomes. Les éléments chimiques sont représentés par leur symbole chimique et les liaisons entre les atomes par plusieurs traits, un ou plusieurs traits. Par exemple, pour la molécule de méthane, dont la formule chimique est CH4, sa représentation développée plane serait la suivante. Donc, le carbone au centre, 4 liaisons, et chacune des liaisons relie un atome d'hydrogène. Chacune des lignes représente donc une liaison.
Pour le benzène, sa formule chimique est le C6H6. Cela signifie qu'il y a donc 6 atomes de carbone et 6 atomes d'hydrogène. Si on représente une molécule de benzène à l'aide de sa formule développée plane, nous obtenons les 6 atomes de carbone qui forment un cycle. Donc, nous avons les 6 atomes de carbone. Et il y a aussi présence de doubles liaisons en alternance avec des liaisons simples dans la molécule. Donc, nous avons les 6 atomes de carbone et reste à placer les 6 atomes d'hydrogène. Alors ici, nous avons donc la représentation d'une molécule de benzène qui a pour formule C6H6. Dans le cadre de notre cours, vous devez être en mesure de déterminer la formule chimique d'une molécule à partir de sa formule développée plane. Cependant, vous n'aurez pas à tracer ces représentations à partir de leur formule chimique. Maintenant, regardons deux exemples. À partir des formules développées planes suivantes, déterminez les formules chimiques. Donc, pour la première formule, il s'agit de faire le décompte des nombres d'atomes. Alors, au niveau du carbone, nous en avons 2. Au niveau de l'hydrogène, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et finalement, au niveau de l'oxygène, nous avons un seul atome d'oxygène. Ça veut donc dire que la formule chimique de cette formule développée plane-là serait du C2H6O. Il est à noter que dans le cadre du cours, on ne regarde pas l'ordre des atomes. Donc, si vous aviez écrit C2OH6, il n'y aurait eu absolument aucun problème. Maintenant, dans le deuxième exemple, on va faire le compte des atomes, donc de carbone et d'hydrogène. Ce sont les deux seules sortes d'atomes que l'on retrouve. Alors, pour le carbone, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes. Et pour l'hydrogène, nous en avons 3, 6, 9, 10, 11, 12. Nous avons donc 12 atomes d'hydrogène. Ça veut donc dire que la molécule a pour formule le C6H12. Notez que pour le deuxième exemple, il s'agit d'une formule semi-développée. C'est donc dire que les liaisons ne sont pas toujours représentées, par exemple, entre le carbone et l'hydrogène. Il est aussi possible de représenter une molécule avec un modèle moléculaire. Bien qu'il existe plusieurs modèles, nous nous concentrerons sur le modèle boule et bâton, qui est très similaire à la formule développée plane. Le modèle boule et bâton nous renseigne sur la structure de la molécule, sur les liaisons chimiques, mais aussi, et c'est pour la première fois qu'on voit ça, sur la disposition spatiale des atomes. Le modèle boule et bâton permet de représenter une molécule avec des boules pour les atomes et des bâtons pour les liaisons chimiques. Nous avons vu d'ailleurs quelques exemples depuis le début de cette capsule. Nous voyons à l'écran une molécule composée de 3 atomes noirs et de 8 atomes blancs. La couleur des boules est standardisée et voici le code de couleur pour les principaux éléments. Donc en rouge, nous avons de l'oxygène, en noir du carbone, en blanc de l'hydrogène, ainsi de suite. Donc si on revient à la molécule qui est représentée, nous avons donc 3 atomes de carbone, on peut écrire C3, et 8 atomes d'hydrogène. J'ai écrit C8, désolé. Donc C3 et 8 atomes d'hydrogène H8. C'est donc une molécule de propane. Ce modèle moléculaire peut être très utile afin de visualiser les molécules. Vous voyez ici un boîtier contenant des boules et des bâtons. Ce modèle permet de construire la molécule de propane vue précédemment et de bien visualiser la position des atomes dans l'espace. Donc, on voit nos 3 atomes de carbone qui sont reliés entre eux et les 8 atomes d'hydrogène qui sont connectés aux différents atomes de carbone. Alors maintenant, je vous propose 2 autres exemples. À partir des représentations des molécules suivantes à l'aide du modèle boule et bâton, déterminez la formule chimique des molécules. Alors pour la première molécule à gauche, nous avons un atome orange et 5 atomes verts. Alors nous avons un atome de phosphore, alors du P, et 5 atomes de chlore, alors tout simplement PCl5. Pour la molécule de droite, nous avons 4 atomes d'oxygène, 3 atomes d'hydrogène et un atome de phosphore. Alors, nous avons, comme je le disais, du H3, PO4. Encore une fois, vous auriez pu écrire les atomes dans un ordre différent, il n'y aurait pas eu de problème, mais la bonne façon de le représenter, ce serait H3PO4 de l'acide phosphorique. Regardons maintenant la distinction entre 2 types de formules chimiques. La formule brute ou empirique d'une molécule correspond à sa représentation la plus simplifiée. Elle indique uniquement les ratios des atomes présents en utilisant des indices réduits aux plus petits entiers. On verra quelques exemples pour bien comprendre
notre définition. En voici un premier. Si la formule empirique d'un composé est CH, on peut alors affirmer qu'il y a autant d'atomes de carbone que d'hydrogène dans cette molécule. Cependant, nous ne savons pas quel est le nombre exact des atomes présents. On ne connaît donc pas la nature de la substance. La formule moléculaire d'une molécule correspond au nombre exact des atomes qui composent la molécule. D'ailleurs, tous les exemples présentés à la section précédente étaient des formules chimiques moléculaires. Le benzène, dont la formule est C6H6, est un exemple qu'on a traité dernièrement. Maintenant, comment fait-on pour déterminer la formule brute d'une molécule? Bien, la formule brute s'obtient à partir de la formule moléculaire en divisant chacun des indices par le plus grand facteur commun. Ce facteur correspond au plus grand entier qui vient diviser exactement tous les indices. Par exemple, si nous prenons la molécule de C2H6, le plus grand facteur commun permettant d'obtenir des entiers est 2. C'est donc dire qu'on peut diviser chacun des indices par 2. Alors, si je divise par 2, je vais obtenir la formule empirique de la molécule, soit du CH3. Prenons un autre exemple, le C3H8, donc notre molécule de propane. Si on cherche un entier qui permet de diviser tous les indices et d'obtenir un autre entier, eh bien, on trouve que la seule valeur possible est 1. Donc, on ne peut que diviser par 1 pour obtenir des entiers. C'est donc dire que la formule empirique du propane est le C3H8, qui est donc identique à sa formule moléculaire. La formule chimique moléculaire correspond à la formule chimique brute ou à un multiple de cette dernière. C'est donc dire que les indices de la formule moléculaire sont donc les mêmes que la formule empirique ou un multiple de ces derniers. Pour le benzène C6H6, donc nous avons du C6H6 et vous avez la formule développée plane ici. Le plus grand entier qui permet de diviser les indices, eh bien c'est 6. Ça veut donc dire que la formule empirique du benzène est le CH. Par contre, le CH est aussi la formule empirique du C2H2. Donc, vous voyez la représentation en formule développée plane ici. Donc, pour le C2H2, on peut diviser le tout par 2 et obtenir des entiers. Alors, encore une fois, on obtient la formule empirique du CH. C'est donc dire que plusieurs formules moléculaires, donc plusieurs molécules, peuvent avoir la même formule empirique. Je vous demande maintenant de compléter le tableau suivant où je vous propose 3 formules chimiques. Pour le C10H8, si on veut trouver la formule empirique, il s'agit de trouver par quel entier je pourrais diviser chacun de mes indices pour obtenir encore une fois des entiers. Donc, la solution réside dans une division par 2. C'est donc dire que la formule empirique du C10H8 serait le C5H4. Et la formule moléculaire, donc la formule de la vraie molécule, est le C10H8. Donc ici, formule empirique et formule moléculaire ne sont pas identiques. Pour mon deuxième exemple, le C13H18O2, êtes-vous en mesure de trouver un entier qui permet de diviser chacun des indices? En réalité, il y en a un seul et c'est le chiffre 1. Donc si on divise chacun des indices par 1, on obtient la même formule empirique, le C13H18O2, et donc la formule moléculaire, c'est exactement la même chose, le C13H18O2. Finalement, pour le H2O2, on pourrait diviser le tout par 2 et on obtiendrait la formule empirique HO, tandis que la formule moléculaire est le H2O2. Pour terminer cette capsule, abordons les composés ioniques. Rappelons-nous qu'un ion est un atome chargé positivement ou négativement. Un composé ionique est un composé formé de cations et d'anions. Par exemple, le NaCl est formé de l'ion Na+, et de l'ion Cl-. Dans un composé ionique, la somme des charges positives est égale à la somme des charges négatives. Le composé est donc neutre. Pour notre NaCl, nous avions du Na+ et du Cl-. C'est donc dire que le Na était chargé positivement plus 1 et le chlore chargé négativement moins 1. Alors si on fait la somme, nous obtenons 0. C'est donc dire que le NaCl est un composé ionique neutre. En utilisant le tableau périodique, il est possible de prédire la charge des ions formés à partir des éléments. Un élément métallique d'une famille A, donc complètement à gauche du tableau périodique, a tendance à former des cations. La famille 1A, les métaux alcalins,
formera des cations de charge plus 1, tandis que la famille 2A, les alcalino-terreux, formera des cations de charge plus 2. Donc, plus 1 pour la première famille et plus 2 pour la deuxième famille. Trois éléments de la famille 3A ont aussi des charges prévisibles, soit l'aluminium, le gallium et l'indium, donc ces trois éléments-ci, formeront des cations de charge plus 3. Un élément non métallique d'une famille A a tendance à accepter des électrons pour former des anions. Un halogène, donc la famille 7A, formera un anion de charge moins 1. Donc, tous les éléments qui sont ici, fluor, chlore, brome et iode, à l'exception de l'acétate. Tandis que les éléments de la famille 6A formeront des anions de charge moins 2, sauf le polonium. Donc, pour les quatre premiers, l'oxygène, le soufre, le sélénium et le tellure, de charge, de charge moins 2, tandis que les halogènes charge moins 1. Finalement, l'azote de la famille 5A formera un ion de charge moins 3. Vous devez donc être en mesure d'écrire la formule d'un composé ionique à partir des éléments qu'il constitue. La première étape consiste à écrire le symbole du cation et sa charge, suivi du symbole de l'anion et sa charge. Par exemple, si nous avons du Ca, qui est un cation chargé positivement 2+, et du chlore, un anion Cl-, et que nous voulons former un composé ionique. Donc, la première étape, elle est faite. On a écrit le symbole du cation avec sa charge et l'anion avec sa charge. La deuxième étape nous demande d'équilibrer la charge globale du composé ionique en croisant les exposants et les indices. Donc, nous avons le Ca2+, et le Cl-. Donc, croiser les indices, qu'est-ce que ça signifie? Donc, le 2+, ou le 2, devient l'indice du chlore, et le moins 1, ou le 1, devient l'indice du calcium. On obtient donc du Ca1, Cl2. Et le 1, on n'a pas besoin de l'écrire. Donc, au global, nous obtenons du CaCl2. Et la troisième étape est de vérifier que le composé ionique est neutre. Donc, le Ca a une charge de plus 2 et le chlore a une charge de moins 1. Donc, moins 1, mais nous avons deux ions de chlore. Donc, moins 1, moins 1. Globalement, nous avons une charge de 0. C'est donc dire que le composé ionique est neutre. Le premier exemple que je vous propose est d'écrire la formule du composé ionique formé à partir de l'aluminium et de l'azote. Il faut donc se référer au tableau périodique pour trouver les charges des anions et des cations. Alors, dans notre cas, l'aluminium aura une charge 3+, tandis que l'azote aura une charge 3-. C'est donc la première étape de notre procédure, trouver les charges de l'anion et du cation. Par la suite, il faut équilibrer la charge globale du composé ionique en croisant les exposants et les indices. Cependant, ici, si nous avons un atome ou un ion d'aluminium, qui se combine à un ion d'azote, eh bien, nous avons plus 3, moins 3. Nous avons déjà une charge qui est neutre. C'est donc dire que le composé ionique formé sera du AlN ou du nitrure d'aluminium. On n'a pas besoin d'ajouter d'autres indices puisque le composé est déjà neutre. Maintenant, je vous demande d'écrire la formule du composé ionique formé à partir d'aluminium et d'oxygène. Alors, l'aluminium, on vient de le voir, a une charge 3+, et l'oxygène, si on se réfère au tableau périodique, forme un anion de charge 2-. Maintenant, si on veut équilibrer la charge globale du composé ionique, on va devoir croiser les indices puisque plus 3 moins 2 ne donne pas une charge neutre. Ça veut donc dire que le 3 deviendra un indice de l'oxygène et le 2 deviendra un indice de l'aluminium. On forme alors du Al2O3. Vérifions maintenant si le composé est neutre. Nous avons l'aluminium qui a une charge 3+, mais nous en avons 2, donc multiplié par 2, ce qui donne une charge plus 6. Nous avons l'oxygène qui a une charge 2-, cependant nous en avons 3, donc moins 2 fois 3, moins 6. Au global, nous avons une charge de 0. Le composé est donc neutre. Au terme de cette capsule, vous êtes maintenant en mesure de déterminer la formule chimique d'une molécule à partir de sa représentation développée plane ou du modèle Bolle-Bâton, mais aussi à partir des éléments qui forment un composé ionique.